Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Voici le sommet. Vague de démission au sein du parti Union progressiste Le Renouveau dans la 8e circonscription électorale, notamment à Parakou, conduit par le jeune acteur politique Fadel Naro Assouman. Les désormais ex-militants UPR ont dit publiquement leur départ collectif de ce parti Baobab arc-en-ciel au profit du bloc républicain. Ensuite, c'est fini les vacances scolaires. Les activités académiques commencent le 19 septembre prochain avec, comme chaque année, un lot d'investissement pour les parents d'élèves dans les rangs de ces parents d'élèves. Certains bénéficient d'une facilité de financement de la scolarité de leurs enfants, facilitée en fait par des structures bancaires à travers un prêt. Il s'agit d'un produit dénommé prêt scolaire, alors qui peut bénéficier mieux. Quels sont les avantages de ce produit pour les parents d'élèves? On va le savoir dans un instant. Et pour finir, Arrosoubeta Football Club sort vainqueur du tournoi Les 18 Talents d'Abomey-Calavi. La finale soldée ce samedi par un score d'1-0 a opposé l'équipe gagnante à celle de Zopa FC à domicile. La compétition a été organisée par le chef de quartier de Zopa dans l'arrondissement central d'Abomey-Calavi pour détecter les talents à mettre au service du sport dans sa commune. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. En politique, un coup dur pour le parti Union progressiste Le Renouveau dans la 8e circonscription électorale, notamment à Parakou, plus précisément à quelques mois des législatives. Il vient d'enregistrer une vague de démissions conduite par le jeune acteur politique Fadel Naro Assouman. Les désormais ex-militants UPR ont dit publiquement le départ collectif de ce parti Baobab arc-en-ciel. C'était ce week-end, bien entendu, dans un hôtel à Parakou, au détour d'une cérémonie qui a consacré à leur adhésion officielle au bloc républicain en présence de Inoussa Zimekabi, Lukman Bouroutiou et Socrate Adantodé pour le compte rendu. Collecte de cartes de membres, déclarations, témoignages sont entre autres actes qui marquent la rupture de collaboration de ces désormais ex-militants UPR avec le parti politique. Publiquement et solennellement, devant tous, déclarer ma démission de l'Union progressiste Le Renouveau. Comme vous pouvez le constater, plusieurs responsables des structures et démembrements de ce parti politique de la ville de Parakou ont décidé de faire le pas avec moi. Avec lui, des responsables de section et sous-section ainsi que des points focaux décident de tourner définitivement dos au parti du Baobab arc-en-ciel pour rejoindre celui au cheval blanc cabré. Cette démission collective est motivée par un certain nombre de faits selon le leader des démissionnaires. Au Bénin, nous devons continuer à cultiver l'unité nationale. Donc, refuser toute forme de régionalisme. Malheureusement, je dis bien malheureusement, et pour l'avoir vécu en tant qu'un membre très actif de ce parti, je puis dire que ce n'est pas le cas dans l'Union progressiste Le Renouveau. C'est pourquoi je dis non au régionalisme. En politique, ce n'est pas une compétition de qui est le plus riche et on ne vient pas dans un parti politique pour quelques semaines après vouloir s'imposer par l'argent. Et si les responsables du parti considèrent que c'est la règle, nous, nos valeurs de base nous imposent le refus catégorique. Il compte désormais travailler pour le triomphe du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Cette adhésion qui intervient après plusieurs autres sonne comme une grosse prise pour l'émissaire de la formation politique d'accueil. Inoussa Zimekabi, en recevant la déclaration d'adhésion, salue le choix de ses désormais anciens rivaux et les rassure quant à leur place au bloc républicain. Le Baliba dit ce qui est à moi et ce qui est à nous ne constitue pas la même chose, Fadel. Le bloc républicain est à toi. Chers membres, responsables de section, chers militants, vous êtes dans votre famille.
Merci encore une fois pour cette décision courageuse prise ce matin. Et cette date-là, nous allons la graver. Naru, Nakayo, au Nakayo. Des témoignages pour apprécier l'activisme et la taille du démissionnaire ont été entendus. Fadel Naro et les siens affirment leur engagement pour la victoire du parti Bloc républicain. Nous restons toujours dans le septentrion. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Sulas Ndali Niki, bien entendu, suite à l'effondrement de plusieurs ouvrages de franchissement sur ce tronçon reliant ces deux communes, Évéré Romain, est allé constater par lui-même l'étendue des dégâts et fait de grosses annonces, notamment la reconstruction complète non seulement de la route Ndali Niki, mais aussi de plusieurs autres tronçons dans la région. Tout ceci devant le député de la 8e circonscription électorale, Rachidi Guadamossi, et les maires des communes concernées, Jacques Edegbe, Socrate Dantodi. C'est sous une pluie fine que la délégation du ministre des Infrastructures et des Transports est descendue sur le terrain dans l'après-midi de ce jeudi 8 septembre. De Ndali à Niki en passant par Perere, les dégâts sont énormes. Plusieurs ouvrages de franchissement ont cédé sous l'effet de fortes pluies diluviennes qui s'abattent ces dernières semaines dans la partie septentrionale du Bénin. Mais au-delà des mesures urgentes prises pour soulager les usagers de ce tronçon, l'exécutif veut désormais passer à la vitesse supérieure. Nous avons rendu compte de cette situation au chef de l'État, qui nous a instruit à l'effet d'engager la reconstruction complète de cette route. Bien entendu, nous allons laisser passer les pluies pour engager la reconstruction complète de la route avec des standards autrement plus consistants que ceci. Nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. La route Ndali Niki complètement reconstruite dans la toute prochaine semaine, mais pas que. C'est un vaste programme qui est engagé dans la région. Nous allons dans les semaines à venir, la procédure de contractualisation est allée déjà à son terme, engager la réhabilitation de la route Parakou-Berouboué. Le gouvernement s'attelle à engager la construction de la route Niki-Kalale. L'aménagement et le bitumage de Niki-Kalale. Il y a Kota Kwande que nous allons commencer là également. La contractualisation est très avancée, donc bientôt nous irons lancer les travaux de Kota Kwande. Il y a une route qui fait l'objet de préoccupations actuelles et le chef de l'État nous a instruit pour la mettre également en chantier le plus tôt possible, c'est Guéné-Karimama. Au total, ce sont donc 335 km de route qui seront bientôt bitumés et dont les travaux seront lancés incessamment. Un vaste programme qui vient encore une fois prouver que le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Je peux conclure que la philosophie politique du président Patrice Talon, c'est tout pour le peuple et rien pour le gouvernement. Ce que j'ai compris que ce qui a été réalisé par le passé a été réalisé dans la précipitation, ça a été réalisé dans la navigation. Le gouvernement actuel est en train de gérer les lacunes du passé. C'est un satisfait que nous avons constaté depuis que le pont a cédé, la rapidité, la sincérité avec laquelle le gouvernement a pu déployer, n'est-ce pas, les engins sur le terrain. À la faveur de cette descente sur le terrain, le ministre et sa délégation se sont par ailleurs rendus au palais royal de Niki, une visite au cours de laquelle Hervé Rekome a transmis les chaleureuses salutations du président Talon à l'empereur Sabina III. Le barrage hydroélectrique de Nangbeto, en patrimoine commun au Bénin et au Togo, suscite de vives polémiques dans l'opinion publique. Serait-il la cause des inondations observées ces derniers temps dans la partie méridionale des deux pays? Élément de réponse avec Teddy Goudalou. Le barrage hydroélectrique de Nangbeto fait depuis peu objet de polémiques au sein de l'opinion publique et même sur les réseaux sociaux. Les inondations observées ces derniers jours dans la partie méridionale du Bénin et au Togo seraient, selon les commentaires, la conséquence des opérations de lâcher d'eau qu'effectue périodiquement la communauté électrique du Bénin. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, interpellé sur la question, démontre schéma à l'appui le contraire. Le barrage recueille l'eau du fleuve
Souvent, les barrages sont sur des fleuves, sur des rivières, etc. Et c'est la circulation de l'eau qui arrive, qui fait tourner les turbines. Nangweto est sur le fleuve Mono. Donc, ce qui se passe par rapport au barrage qui a pour vocation de barrer la route à l'eau, de manière à ce qu'on puisse contrôler sa circulation, c'est que tous les jours, pour ne pas dire toutes les secondes, on mesure la quantité d'eau qui arrive. Si la quantité est tellement importante et que le niveau augmente de manière rapide, pour éviter ce que je viens de vous expliquer, on va ouvrir les vannes pour laisser passer une certaine quantité pendant un temps donné, le temps de ramener à un niveau correct. Et on referme pour continuer l'exploitation. C'est clair donc, le barrage hydroélectrique de Nangweto n'est en aucun cas la cause des inondations. Les opérations de lâcher d'eau constituent, selon le ministre, une routine en période de crue pour garantir la sécurité des installations. On prévient les populations par rapport à ces différentes lâchers d'eau. Et malheureusement, souvent, les gens n'y croient pas et ne prennent pas les dispositions qu'ils doivent prendre et se retrouvent en fait devant le fait accompli quand l'eau des lâchers qui sont en fait un moindre mal par rapport à ce que ça aurait dû ou ça aurait pu être si on ne faisait rien du tout ou s'il n'y a pas du tout de barrage, se font prendre au piège finalement. Mais lorsque vous avez le vase qui est plein, le reste va couler. Donc c'est le reste qui coule là. Au lieu donc de laisser passer sur le barrage, nous avons un moyen mécanisme pour faire ouvrir du bas et c'est ça qui fait jeter l'eau. Vous voyez un peu l'image qui affole beaucoup de gens qui disent « Ah, la SEB est en train d'inonder ». Non. On fait des actions de régulation pour deux objectifs. Un, protéger le barrage parce que sinon, s'il cède, il ne va plus jouer son rôle de barrage compte tenu de la quantité considérable d'eau qui va arriver. Deuxièmement, si cette quantité d'eau qui arrive est tellement importante, le niveau de l'eau en amont du barrage va tellement augmenter que ce niveau va passer au-dessus du niveau de l'ouvrage et la quantité d'eau qui arrive va passer au-dessus du barrage et c'est comme s'il n'y a pas de barrage du tout. Donc on ne maîtrisera plus rien. Patrimoine commun au Bénin et au Togo sur le fleuve Mono, le barrage hydroélectrique de Nangweto produit 60 MW pour les deux États. Voilà donc les éléments de réponse sur cette polémique, bien entendu, relative au barrage hydroélectrique de Nangweto. Tournée des responsables de l'Institut national de la femme dans les régions du pays. L'activité est initiée en prélude à l'installation des points focaux de l'Institut après Alada, bien entendu, Huguette Bokbe Yankadjar et sa suite était à la préfecture d'Abomey. La concertation départementale a réuni plusieurs acteurs. Elle a aussi connu la présence du préfet du département. Détail avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Les échanges se tiennent en prélude à l'installation des points focaux de l'Institut national de la femme, INF. Les invités sont des leaders religieux et autres acteurs intervenant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elles revêtent aujourd'hui plusieurs formes physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, financières ou patrimoniales. Face au fléau qui prend de l'ampleur et soucieux du bien-être de la femme, le chef de l'État a créé l'Institut national de la femme en lieu et place de l'Institut national pour la promotion de la femme. Dans sa nouvelle configuration, cet institut est une émanation de cette volonté politique du chef de l'État et de son gouvernement et s'entend d'un instrument de lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes, mais aussi des filles. Il est doté de la personnalité juridique et est engagé dans la prévention au moyen de la vulgarisation des lois et des procédures, de la sensibilisation et de l'information, du dialogue social communautaire et de l'aide juridique et judiciaire,
pour la prise en charge des VBG. Il entend aussi œuvrer à la promotion du leadership. Cadre de concertation de toutes les organisations de la société civile intervenant dans la promotion et la protection des droits de la femme, l'Institut a plusieurs attributions. En vue d'assurer convenablement les missions qui lui sont assignées, l'équipe dirigeante a entrepris depuis quelque temps une tournée de prise de contact dans les régions afin de baliser le terrain. À Abomey, après l'étape d'Alada, la délégation s'est attelée à expliquer le bien fondé de ces actions ainsi que les résultats escomptés. L'idée est de pouvoir rallier un grand nombre à la cause pour l'atteinte des objectifs. Après vous avoir informé de ce que nous voulons faire, nous avons besoin de vous écouter, nous avons besoin de recueillir vos observations, vos conseils, vos recommandations pour que, à la fin, l'Institut national de la femme puisse aussi être compté parmi les contributeurs du grand développement. L'atelier qui nous réunit ce jour entre dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Institut national de la femme au plan national en vue de l'installation dans les mois à venir de ces relais dans les départements du Bénin et de la recherche d'une synergie d'action dans la mise en œuvre des procédures opérationnelles standardisées dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Pour les uns et les autres, la démarche est salutaire et mérite d'être accompagnée. L'une des actions phares de l'INF est de soutenir les victimes de façon optimale et notamment porter assistance aux victimes face à toute structure ou administration accusée ou soupçonnée de discrimination à leur endroit. Les prestations sont entièrement à la charge de l'Institut. Dans la suite de ce trésor au Bénin, le complexe scolaire universitaire Clé de la réussite offre des bourses d'études à ses élèves qui ont obtenu le baccalauréat cette année. 2 universités privées ont été choisies pour accueillir les nouveaux bacheliers de cet établissement. Il s'agit de ESM Bénin, l'Institut supérieur Les Coussonou. C'est une tradition, bien entendu, vieille de plusieurs années à laquelle le promoteur de l'école, le professeur Omer Adandéjan, a sacrifié cette année encore. La cérémonie de remise des bourses aux bénéficiaires s'est déroulée sur le site Clé de la réussite de Bégamin. Compte rendu. À chacun sa bourse d'études pour bien démarrer le cursus universitaire. Au complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite, tous les nouveaux bacheliers, toutes mentions confondues, ont droit à cet accompagnement du promoteur de l'établissement pour la suite de leurs études. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la réussite du professeur Omer Adandéjan. Une fois encore, chers parents, merci de penser vous confier au complexe Clé de la réussite, une école qui cultive chaque jour l'excellence et qui lutte efficacement contre les déviances. Alors, je dirais que Clé de la réussite a été toujours une école prestigieuse, une école qui fait chaque année la preuve de l'excellence. Alors, je vais demander à tous les parents, à tous nos camarades encore élèves qui désirent encore continuer les cours, de ne pas se donner des doutes, de choisir Clé de la réussite, c'est choisir le chemin de l'excellence. L'octroi de ces bourses est le fruit de la conjugation d'efforts entre le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite et ses universités partenaires que sont l'École supérieure de management Bénin et l'Institut supérieur des Coussonou. Un partenariat voulu et obtenu par le professeur Omer Adandéjan, dont la détermination et l'engagement pour la culture de l'excellence sont salués ici. Monsieur Omer Adandéjan, merci d'avoir fait de moi, il y a 20 ans, un étudiant. Le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite veut aller encore plus loin. Le professeur Omer Adandéjan et son équipe sont en train de scruter les grandes écoles au-delà des frontières béninoises. Comme les années précédentes, 2022 a été fructueuse pour l'école avec de meilleurs résultats des examens de fin d'année scolaire. Au complexe Clé de la réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables et satisfaisants obtenus aux examens nationaux 2022. Ainsi, au CEP 2022, nous avons obtenu les 100% comme d'habitude et 3 de nos élèves se sont illustrés cette année au niveau départemental parmi les meilleurs. De même, au CAP comme au BPC,
nous avons obtenu sur nos sites de Calami, de Ménotin et de Bégamé des résultats très satisfaisants. Au baccalauréat 2022, le complexe clé de la réussite a obtenu 7 mentions très bien, dont 4 mentions très bien en série D et 3 mentions très bien en série G2. En marge des 7 mentions très bien, nous avons eu 15 mentions bien et 55 mentions assez bien, soit 77 mentions sur les 340 admis au bac 2022. Cette cérémonie de remise de bourse a été précédée d'une Eucharistie pour rendre grâce au Seigneur qui a veillé sur chacun de ses élèves et qui a surtout permis au complexe scolaire universitaire Clé de la Réussite d'enrichir son palmarès de meilleurs scores. Je vous l'annonçais en titre, au Bénin, c'est fini les vacances scolaires. Les activités académiques commencent le 19 septembre prochain avec, comme chaque année, un lot d'investissement pour les parents d'élèves. Dans les rangs de ces parents d'élèves, certains bénéficient d'une facilité de financement de la scolarité de leurs enfants, facilité en fait par des structures bancaires à travers un prêt. Il s'agit d'un produit dénommé prêt scolaire, alors qui peut en bénéficier mieux? Quels sont les avantages de ce produit pour les parents d'élèves? Des interrogations qui ont inspiré ce sujet signé Narcisse Alossé et Deron Pévi. À quelques jours de la rentrée scolaire au Bénin, ce message est visible devant tous les établissements bancaires ou presque à Cotonou et environ. Une invite à un prêt baptisé crédit scolaire. Seulement, le message n'est pas destiné à tous les clients. Pour l'instant, c'est les salariés, mais ceux également qui ont leur revenu domicilié mensuellement. Et le revenu est régulier sur le compte. On analyse pour ceux-là au cas par cas pour leur donner le crédit. Au niveau de la CEPEC, les prêts scolaires, c'est essentiellement destiné aux parents d'élèves, aux promoteurs d'écoles et aux commerçants qui commercialisent des fournitures scolaires et tout ce qui concerne en fait la préparation de la rentrée scolaire. Crédit accordé donc pour la rentrée scolaire et à des catégories socio-professionnelles bien définies. Le produit, lui, est offert avec une échéancier à court terme pour le remboursement. Nous sommes à une échéance, à un remboursement prévu sur 9 mois. Sur 9 mois, un taux d'intérêt de 10% sur l'année, un taux d'intérêt de 10% l'an. Donc sur les 9 mois, vous voyez avec moi que c'est inférieur à 10%. 9 à 10 mois et l'échéancier de remboursement varie d'une structure bancaire à une autre avec un taux qui tourne autour de 10%. Sur le terrain, ce prêt scolaire vient amoindrir le lot de stress de début d'année académique pour nombre de parents d'élèves. C'est ce que nous avons de plus que les autres. J'ai des facilités de crédit. Aujourd'hui, nous vivons de cette facilité-là. Et ça nous arrange aussi. Ça soulage, mais bon, pas comme on le veut. Si on avait subi une augmentation, vous voyez qu'on va demander plus pour régler les petits problèmes là. Mais c'est dans la mesure du... Enfin, quand tu regardes ta cagnotte, tout ce qui t'attend, tu ne peux pas demander beaucoup. Surtout que le salaire n'a pas augmenté. Donc il faut rester dans la marge pour... Vous avez entendu marge. Comprenez la fourchette de montants accordés aux souscripteurs. Nos prêts scolaires partent de 50 000 à 5 millions. Le prêt scolaire chez nous, c'est le salaire x3. Le salaire net du client x3. Si vous avez un salaire de 5 millions, vous pouvez aller jusqu'à 15 millions. Le prêt scolaire est donc accordé non pas à la tête, mais à la poche du client. Pour la plupart du temps, les bénéficiaires sont en délicatesse avec sa gestion. Souvent, les gens, depuis 3 ou 4 mois, ils ont commencé par donner des prêts scolaires. Mais il y a des trous pour d'autres parents. Et c'est difficile, ils n'arrivent pas. Déjà, moi je n'ai pas fait de prêt, je ne peux même pas le faire parce que je ne suis pas fonctionnaire. Mais d'autres fonctionnaires ont fait, mais ils n'en ont pas aujourd'hui. Ils injectent ça ailleurs, ils attendent peut-être le salaire. Peut-être comme c'est le 30 aujourd'hui, d'autres vont prendre ça et vont colmater les brèches pour pouvoir mettre l'enfant quand même à l'école. Premier temps, peut-être suivre le reste, quoi. Et lorsque je fais mon crédit et je dépense cet argent comme je veux,
c'est normal qu'à l'approche de la rentrée, je vais commencer par courir. Donc ça, ce sont les inconvénients. Je prends un crédit, je dois investir pour avoir un retour après. Mieux investir pour éviter d'éventuels moments d'angoisse. Pour le moment, l'affluence est là et les tiroirs des établissements bancaires et autres structures de microcrédit sont bondés de dossiers de demande de prêt. Selon les statistiques, chaque institution examine en moyenne 2000 demandes de prêt scolaire par an. Au lendemain des résultats des examens de fin d'année et surtout à la veille de la rentrée académique, l'orientation des apprenants pour le reste de leur formation devient une préoccupation importante dans le choix des séries au second cycle du secondaire ou au moment d'opter pour une filière après le baccalauréat. Les parents et leurs enfants se fient à des séances organisées un peu partout. D'autres préfèrent recourir à des conseils de proches, cette étape étant une des plus décisives dans la vie de l'apprenant. Alors qu'il y a des professionnels formés en la matière pour cet exercice pas banal et ils disposent des moyens requis pour efficacement conduire les jeunes sur le chemin de leur avenir. William Cliquant, Elvis Tonoucoin, bien entendu, nous font découvrir ces acteurs dans ce reportage. Orienter de manière efficace un enfant, ce sont des qualifications, un métier. Seules les personnes formées pour et qui l'exercent sont compétentes en la matière. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui forme, depuis bien des lustres, qui forme des spécialistes dans le domaine, même si on n'est pas nombreux, le pays en forme quand même depuis plus d'une quinzaine d'années. On a également au niveau des différents ministères chargés de l'éducation et de la formation, on a des directions qui sont censées travailler avec des spécialistes de l'orientation, étant donné que ces directions-là elles-mêmes sont des directions dédiées à l'orientation. Avec l'évolution du numérique aujourd'hui, plusieurs personnes dans d'autres secteurs parviennent à se former en ligne, parviennent à apprendre, parviennent à devenir autodidactes dans des domaines, mais pour le secteur de l'orientation, ce n'est pas possible. Parce que c'est un secteur qui demande des compétences assez pointues. Et donc, pour le moment, au Bénin, ceux qui sont habilités à orienter, ce sont ceux qui ont été formés en sciences de l'éducation. Option orientation scolaire et professionnelle. Beaucoup peuvent conseiller, sachant que l'orientation scolaire professionnelle, c'est un processus. C'est une méthodologie qui se doit d'être déclinée avec méthode sur un temps donné. Mais on ne peut pas parler d'orientation. Dans les filières techniques et les sciences dures aussi, la règle est la même. Le rôle de l'enseignant est aussi capital. Bon, nous sommes au Bénin et tout le monde connaît tout. Alors qu'on ne doit pas tout connaître. Il y a des spécialisations. Chacun a son métier, l'enseignant a son métier, et quand il finit de former son apprenant, qu'il acquiert le diplôme, il doit lui dire quelle orientation il va suivre pour avoir l'emploi qu'il désirait. Parce que tout commence par un projet personnel. C'est surtout ces enseignants aujourd'hui en situation de classe, que ce soit au collège comme à l'université, qui sont imbus de patriotisme et qui comprennent les défis qui attendent notre pays, qui sont les défis sur le plan de la technologie, de l'auto-emploi de la jeunesse, de la sécurité, et j'en passe. Et donc c'est ceux-là qui sont même enseignants de ces matières scientifiques, des mathématiques, des physiques, qui doivent en fait démystifier la matière comme nous le faisons un peu partout dans le pays. En 2018, nous avons conçu l'entonnoir de l'orientation. Entonnoir de l'orientation par Abalo et Rontonji. 5 phases. La première phase, c'est l'information générale. Deuxième phase, la phase plus spécifique. Cette phase plus spécifique, parfois, se fait dans les salons d'orientation, dans les journées. Troisième niveau, maintenant, c'est le travail direct avec le conseil. Et vous allez vous rendre compte donc que dans le processus, la plupart du temps, les jeunes s'arrêtent au deuxième niveau. À cette troisième étape-là, projet d'orientation professionnelle doit sortir. La quatrième étape maintenant, c'est la mise en exécution du projet d'orientation. La dernière phase, c'est le suivi. Moi, j'ai connu un jeune qui voulait faire la médecine. Il a fait au moins 3 ou 4 fois le concours de médecine. Ça ne lui a pas marché. Et je lui ai dit,
tu as des compétences pour être expert comptable. Au même moment où tu peux te décider à être médecin pour soigner les hommes, tu peux aussi te décider à être expert comptable et soigner les entreprises. Au départ, il me l'a accepté. Et puis, il a réfléchi, et il envoie sur mon portable un petit message. Ah, papa, attention, la biologie est pour moi ce que l'économie est pour vous. Vous voyez, il m'a battu. Aujourd'hui, il est spécialiste d'analyse biomédicale. C'est toujours dans le domaine. Il faut avoir une bonne maîtrise, d'accord, de la demande du marché socio-professionnel. Et cela est souvent possible à travers une bonne communication entre le ministère du Travail et de la fonction publique et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Souvent, les enfants ont l'amour pour les sciences, mais à travers les évaluations, malheureusement, on constate que beaucoup d'enseignants transforment les évaluations comme des punitions, qu'il faudra punir l'enfant, montrer à l'enfant qu'il ne connaît rien, ou il faut lui faire peur, où l'enseignant se transforme carrément en un mythe. C'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'au fond, le problème aujourd'hui de désamour poussé des apprenants béninois pour l'amour pour les sciences, c'est un problème profond. Et c'est un problème d'abord psychologique. Beaucoup d'enfants sont traumatisés. Au supérieur, le gouvernement met à disposition des guides d'orientation. Ils viennent combler un vide qui a longtemps perduré, mais il reste encore à faire. Je puis dire que ce document aide certains apprenants à mal s'orienter. Nous avons eu des cas. Parce que pourquoi? Le document est très volumineux. Une information incomplète ou une information insuffisante est plus dangereuse en orientation qu'une information non connue. Mais pour ce qui est déjà mis en place, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est d'impliquer un peu plus les parents et les corps de métier. L'orientation doit démarrer depuis la classe de 6e pour un réel suivi des apprenants et une diminution drastique du taux de chômage. Il s'agit de dresser le tableau des effectifs. La page sport à présent à Rosoubeta, Football Club sort vainqueur du tournoi, les 18 talents d'Abomey Calavi. La finale soldée ce samedi par un score d'1-0 opposé. L'équipe gagnante à celle de Zopa FC à domicile. La compétition a été organisée par le chef quartier de Zopa dans l'arrondissement central d'Abomey Calavi pour détecter des talents à mettre au service du sport dans sa commune. C'était aussi un moyen de partager les idéaux de l'Union progressiste, le renouveau avec la jeunesse. Les temps forts de cette finale avec William Cliquant et Deron Pévi. La finale du tournoi, les 18 talents d'Abomey Calavi, met aux prises deux équipes qui ont fait parler d'elles durant toute la compétition. Bien inspiré déjà quelques minutes après le coup d'envoi, Rosoubeta FC multiplie les offensives pendant un bon bout de temps. Les visiteurs s'imposent à Zopa FC, l'équipe hospitalière qui, elle, ne baisse non plus la garde. Peu après le premier quart d'heure, l'insistance des Bleus et Blancs paie. Carl José Claco surprend la défense adverse et inscrit le seul but de la partie. Du retour des vestiaires, le score reste inchangé. Les nombreuses tentatives de part et d'autre n'ont pu modifier le verdict au sifflet final. Par la plus petite des marques, Rosoubeta Football Club arrache donc la première place de ce tournoi dénommé les 18 talents d'Abomey Calavi. Bon, je suis très heureux puisque je suis le seul buteur de cette finale. Bon, j'ai pas beaucoup de mots, je vais savourer la victoire avec mes camarades et que la fête continue. L'initiative de ce tournoi est une ambition du chef de terre. Il s'est investi à occuper sainement les jeunes de son quartier pendant la période des vacances avec cette activité ludique. Autour du sport roi, l'élu local a aussi partagé les idéaux de l'Union progressiste Le Renouveau avec les jeunes. L'événement a reçu le soutien de plusieurs responsables et élus de la formation politique. Cette finale, elle est tout simplement la concrétisation d'un rêve. Et depuis des années, depuis quelques années,
l'arrondissement central de Calavi n'a plus connu des tournois pour permettre à cette jeunesse-là de se défouler pendant les vacances. En tant qu'acteur politique, nous nous sommes dit, pour l'enracinement du parti, il faut réunir les jeunes autour du ballon et leur parler, les sensibiliser aux idéaux du parti Union Progressiste. Aujourd'hui, nous partons satisfaits parce que cette jeunesse a compris que c'est avec l'Union Progressiste que la jeunesse est prise en compte. C'est avec l'Union Progressiste que la relève elle est permise. C'est quelqu'un qui véritablement fait la fierté donc, du parti parce qu'il organise beaucoup d'activités qui vont dans ce sens-là et j'ai été très satisfait. Les meilleures formations et l'équipe Fair Play sont repartis avec des trophées et plusieurs autres récompenses. Et pour finir, la Fédération béninoise de taekwondo a organisé au profit des athlètes venus des différentes ligues régionales du pays la phase finale du championnat national de taekwondo, un rendez-vous annuel qui permet aux athlètes de se mesurer et de se positionner également en tête des différentes catégories. Les compétitions se sont déroulées au Hall des Arts de Cotonou dans l'après-midi de ce samedi. Voici le compte rendu. Phase finale du championnat national de taekwondo à Cotonou. Les athlètes proviennent des différentes ligues régionales du Bénin. Ils ont compéti dans 3 catégories, à savoir les cadets, les juniors et les seniors hommes et dames. La tenue de ce championnat est un réel motif de satisfaction pour la Fédération béninoise de taekwondo. Les présentes phases finales viennent clôturer le processus du championnat national qui a débuté depuis quelques mois avec les phases régionales dans les 7 ligues régionales. Les phases régionales ont permis donc de mettre en place les sélections invitées au présent championnat. Vous pourriez sans doute comprendre quelle est ma joie de me retrouver devant vous en ces instants et quelle est ma satisfaction de voir ici les meilleurs de leur catégorie, cadets, juniors et seniors, hommes et dames. Motivés et très engagés dans la compétition, les athlètes doivent rivaliser d'ardeur et saisir l'opportunité de ce championnat pour se hisser au rang des meilleurs afin d'avoir la chance de représenter le Bénin à des compétitions internationales. La première compétition qui attend évidemment tous les sportifs, c'est les Jeux olympiques de Paris 2024. Il faudrait que certains parmi vous, évidemment les seniors, puissent se qualifier pour représenter notre pays. Le représentant du ministre des Sports salue ici la détermination de la fédération à promouvoir la discipline. Cette année, j'aurais appris qu'aux juniors et aux seniors, vous avez ajouté les cadets. De même, vous n'avez pas ignoré les nouvelles règles en termes d'arbitrage. Merci pour cet esprit d'innovation, de perfection et de professionnalisme sans cesse croissant qui est le vôtre. Au terme de la compétition, les champions de chaque catégorie ont reçu des médailles et des attestations. C'était pas facile, il faut beaucoup d'entraînement pour y réussir. C'est très réjouissant parce que grâce à ça, on est dans l'équipe nationale. Profitant de ce championnat, la Fédération béninoise de taekwondo, avec le soutien du Comité national olympique et sportif du Bénin, a doté toutes les ligues régionales d'équipements modernes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.